décrochage scolaire, comment accompagner les jeunes, c'est notre thème de ce jour. Alors nous allons avoir un entretien avec M. Kona sur la question. Et je souhaiterais aussi que vous puissiez, si vous avez des préoccupations, le numéro de téléphone qui est affiché, vous envoyez des messages, soit par WhatsApp, soit normalement. Et ceux qui sont à l'étranger, c'est généralement par WhatsApp. Alors, M. Kona. School dropouts, how to support young people. School dropout, how to support young people. Alors, on va engager ce matin par... Direct translation. Cathy. Non, tu as fait le... Google translation. Alors, le décrochage, justement, quand on parle de décrochage, déjà, c'est même déjà un décrochage scolaire. Il faut déjà bien qu'on rentre dans le contexte. Mettez-nous dans le contexte. Oui. Mets-nous dans le contexte. Vanova. Bon, allons-y. On peut prendre l'image d'une maman qui allait son nourrisson. Oui. Et puis subitement, le nourrisson refuse de reprendre le sein. Parce qu'on voit la relation entre une maman avec son bébé. Donc l'enfant était d'abord accroché, et subitement l'enfant, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de connexion. Donc ce sont les enfants qui sortent prématurément du système, sans diplôme, sans parchemin, on peut dire pour eux sans compétence. Ce sont les enfants qui, consciemment ou inconsciemment, sont déscolarisés. Ils sont très nombreux, ils sont les milliers, les millions de jeunes qui sortent du système. Et le constat qu'on ne se préoccupe pas beaucoup de cette catégorie-là. Quand un enfant est exclu plusieurs fois, l'enfant change d'école, le parent estime que l'école n'est pas faite pour toi. Il va te débrouiller dans les petits métiers, va faire la moto, si c'est la fille, va au marché, va vendre. Donc c'est vraiment une situation préoccupante, une situation pleine d'inquiétudes. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas du tout. C'est pour ça qu'on est là pour attirer l'attention des parents. Que lorsque l'enfant sort du système, on doit réfléchir comment faire en sorte que l'enfant rentre dans le système. Mais si sur le plan intellectuel, l'enfant a exprimé une défense intellectuelle, il y a une possibilité de l'accompagner vers les métiers, vers les secteurs porteurs. Parce que sur le plan intellectuel, les écoles doivent se réfléchir pour prévenir les décrochages. Comment prévenir, comment empêcher que les enfants sortent du système. Maintenant, même si on empêche, comme on dit, on évite qu'il y ait zéro accident. Même s'il y a accident, qu'est-ce qui doit être fait en dehors de l'école pour que les enfants soient accompagnés vers les métiers porteurs, vers d'autres secteurs de vie, vers les autres métiers, pour éviter que la déviance, telle que l'artiste a montré tout à l'heure, que ces enfants rentrent dans les déviances. Parce que lorsque l'enfant n'a rien à faire, lorsqu'il y a un vide, il faut que tous les enfants, tous les jeunes qui ont décroché, qui sont sortis du système, qui estiment que l'école n'est pas une porte, n'est pas un chemin par lequel on peut construire un avenir, il faudrait que les autres ministères puissent s'en occuper. Donc voilà un peu le contexte. Donc à l'école, on doit réfléchir quel est le mécanisme que les écoles doivent mettre en place pour éviter les décrochages. En dehors de l'école, qu'est-ce qui doit être fait pour que, une fois sorti de l'école sans parchemin, comment on doit accompagner les jeunes? Okay. Now, maybe before looking at strategies to adopt in order to avoid school dropout, now I want to find out from you, like, what factors contribute to school dropout? Bon, les facteurs qui contribuent, ici, les facteurs sont nombreux. Mais il faut dire ici que si on regarde, par exemple, tel que le système est conçu, nous avons ce qu'on appelle les rythmes pédagogiques, c'est-à-dire nous avons la progression. Et cette progression ne favorise pas l'apprentissage de certains. À un moment donné, le jeune est dépassé. Il est dépassé par les mauvais résultats, il est dépassé par les notes. Le jeune est dépassé par la discipline qui est assez rigoureuse. Après,
ces jeunes-là, ces jeunes sont confrontés à un problème d'adaptation. Et quand il y a une certaine accumulation des difficultés sur le plan comportemental, sur le plan scolaire, au niveau des apprentissages. Et parfois, on ne voit pas toujours le problème arriver. Et ça commence très tôt. Ça peut commencer même à la maternelle, au primaire, et ça va s'accentuer au secondaire, pour ne pas dire à l'université. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans une phase de détection. Donc il faut détecter ces enfants-là à travers le travail, à travers les acteurs tels que les psychologues, tels que les conseillers d'orientation. Il faut commencer par à détecter. On détecte de manière mineure, parce qu'on n'observe pas quand le problème commence, quand il y a les petits indicateurs. Et on est surpris de voir l'enfant décroché, c'est-à-dire l'enfant qui sort du système. On est surpris de voir que l'enfant ne va plus à l'école, l'enfant il est absentéiste. On est surpris lorsque l'enfant commence déjà à manifester ce qu'on appelle l'école buissonnaire. On est surpris de voir lorsque l'élève en classe, il n'aime pas les maths, il n'aime pas un certain nombre de disciplines. On est surpris de constater. Mais ce sont les petits éléments tels que la démotivation, tels que l'absentéisme, tels que le mauvais résultat. Et pas seulement à l'école, on voit également par rapport à ces profils, on voit aussi les parents qui sont absents, les parents qui sont autoritaires, il y a un système laissé aller. Donc ce sont les facteurs sur le plan familial, sur le plan scolaire, sur le plan personnel. On voit donc tout ce parcours-là, ça fait en sorte qu'on voit seulement le résultat que l'enfant, finalement, on ne peut plus rien faire. Et parfois, il y a le renvoi aussi. Parce que dans les lycées, lorsque l'enfant a totalisé plus de 30 heures, l'enfant est renvoyé. Donc à partir des mauvais résultats, à partir des absences, il faut que ça commence à alerter le parent, ça commence à alerter que qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant retrouve l'intérêt de l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un climat scolaire, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle le climat scolaire, à travers le règlement intérieur, à partir du règlement intérieur, à partir même des relations avec ses camarades de classe. Il y a même certains enfants qui sont harcelés, c'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui sont opprimés. Il y a même certaines disciplines, certains aspects que les parents ne supportent pas la discipline. Donc c'est beaucoup de facteurs. Il y a même la pauvreté, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a les enfants, même rien. Oui, il y a les enfants qui sont venus au monde, comme on l'a dit la dernière fois, on a les géniteurs. On a les géniteurs, l'enfant ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère. Là où l'enfant vit, là où l'enfant vit, on observe un sentiment d'abandon, c'est énorme. Mais le plus important, c'est de s'occuper de l'enfant. C'est pour ça que dans les lycées, il y a les conseils d'orientation qui écoutent les enfants lors des entretiens, des psychologiques. Et, par exemple, dans mon lycée, on reçoit à peu près plus de 2000 enfants par an. Parce que les enfants viennent nous consulter. Quand les enfants ont un problème, monsieur, je n'ai pas un problème d'études, monsieur, je n'aime pas telle matière, monsieur, j'ai un problème à la maison. Les enfants viennent nous rencontrer et on essaie d'amener l'enfant à s'adapter. Parce qu'il y a un problème d'adaptation. Parce que les enfants subissent les aléas économiques, les enfants subissent les frustrations, mais l'enfant ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Et les mauvais résultats, parce qu'il y a une forte pression. Il y a les enfants qui avancent aussi, n'ont pas les niveaux. Quand l'enfant n'arrive pas à un niveau, l'enfant va atteindre, je prends l'exemple au niveau de la première, les mauvais résultats, l'enfant a 5, 6. Et le système faut avancer. Est-ce qu'il y a des signes précurseurs à ce décrochage scolaire? Justement. Bon, il y a les profils. Le profil, il y a les enfants qui ont un profil silencieux. C'est-à-dire qu'il est là, c'est un profil inhibé. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Il reste de son côté, mais il souffre. Mais il faut observer son attitude. Il n'est pas avec les autres. Donc il a une attitude de retrait, il vit seul. Mais il faut observer que cet enfant a besoin d'aide. Il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui et observer. Il a commencé à échanger avec cet enfant doucement. Donc le premier profil d'abord c'est le profil silencieux, le profil inhibé. Il y a d'autres profils extravertis, c'est-à-dire que l'enfant exprime
le désarroi, l'enfant exprime le désintérêt. C'est cet enfant qui ne viendra pas à l'école, il est absentiste. S'il est en classe, il ressort. Il y a même d'autres qui escaladent. Voilà le deuxième profil. Il y a un troisième profil, c'est un profil désengagé, c'est-à-dire l'enfant ne s'engage pas. L'enfant ne fait pas les devoirs. Parce qu'on va lui donner le devoir, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Il y a un autre profil, c'est le profil asocial. C'est-à-dire à la maison, l'enfant ne s'intègre pas, il a les amis, il a une mauvaise influence. On appelle l'influence des pères. Donc on a au moins 4 profils. Donc, quel qu'en soit le profil, l'école doit mettre en place une procédure, un protocole pour prévenir le décrochage. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc on ne doit pas renvoyer les enfants automatiquement. Bon, tout à l'heure, je sors d'une réunion sectorielle qui n'est pas encore finie. J'ai suivi que madame l'inspectrice parlait de l'inclusion. Donc évitons d'exclure les enfants automatiquement parce que l'enfant a dépassé le seuil de 30 heures d'absence. Donc il faut que quand l'enfant a déjà montré un désintérêt à partir des absences, il faut automatiquement que le conseil d'orientation, le psychologue puisse l'écouter. Deuxième chose, on doit convoquer les parents pour qu'on comprenne les causes. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison, qu'est-ce qui ne va pas à l'école. On doit également comprendre sur le plan intellectuel parce que la plupart des enfants n'ont pas le niveau attendu. Donc l'enfant est dépassé par les événements, comme on dit souvent. Donc il faut un soutien psychologique, il faut un soutien pédagogique, pour ne pas dire qu'il faut un soutien scolaire. Donc malheureusement, on n'a pas de structure, je veux dire on n'en a pas du tout pour s'occuper des enfants qui ont décroché. D'où l'intérêt de ce thème que Mireille Grasse a trouvé, comment accompagner ces jeunes-là. Donc il faut un accompagnement psychologique, il faut un accompagnement pédagogique, il faut d'abord faire un test de niveau pour savoir quel est le niveau réel de ces enfants. Parce que l'enfant peut être en 3e, mais son niveau n'est pas la 3e. Donc son niveau peut être la 6e. Oui. Parce qu'on peut faire un test. Oui. Il y a des enfants qui avancent, ils avancent, mais n'ont pas le bon niveau. Ils n'ont pas le bon niveau. Soit un niveau où on appelle, il y a le premier niveau de la lecture, il y a des enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas compter. Parce que les Nations Unies ont fait le constat que de CM2, la tension entre le CM2 et la 6e, que beaucoup d'enfants ont un problème de lecture. Ils sont plus de 70%. Ils sont plus de 70%. Les enfants ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas compter. Et quand l'enfant va évoluer avec ces problèmes-là, à un moment donné, ces problèmes vont s'accumuler. C'est vrai. C'est comme le magma. Et s'aggrave. Ça s'aggrave. Et quand l'enfant arrive au collège, l'enfant décroche, l'enfant abandonne. L'enfant sort sans compétence. Ça veut dire qu'on comprend maintenant pourquoi les enfants, l'échec de certains enfants, parce que ça a commencé dès l'école. Ça a commencé à la maternelle. À la maternelle. Oui. J'ai un cas de figure. Oui. Un enfant, elle était de Nursery 1 à classe 3. Elle ne savait pas lire du tout. Effectivement. Et on se demandait, chaque fois qu'on achète même les bouquins, des trucs, des bandes dessinées, on lui demande même d'essayer de lire ça même à haute voix. Elle n'arrivait pas. Et tu lui montres, et quand elle reprend, pour reprendre ça, tu répètes, c'est difficile. Et quand tu es face alors à un enfant qui est parfois peut-être dur de tête comme ça, comment est-ce qu'on gère? Quel est le déclic? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça déclenche dans sa tête là pour qu'elle puisse savoir lire? Parce que même si on repart, tu fais A, B, C, D, c'est compliqué. Elle va te réciter ça maintenant, agencer tous ces mots. On fait comment? On fait quoi? Bon, je ne peux pas, mais il faut déjà voir les facteurs à risque. C'est-à-dire quoi, on regarde sur le plan neurologique, c'est-à-dire beaucoup d'enfants viennent au monde avec des insuffisances au niveau du cerveau. What the fuck? C'est-à-dire là, un enfant qui ne sait pas, ça veut dire qu'il faut y avoir au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, qu'est-ce qui pose problème? Parce que normalement, quand un enfant vient au monde, l'enfant doit avoir un bilan. Le médecin doit attester que c'est l'enfant a un problème de langage ou pas. C'est-à-dire ce sont les enfants qu'on appelle un trouble de développement. Il y a pour certains enfants, le développement n'est pas suffisant, ou bien le développement a une carence. Parce que de 0 à 2 ans, il y a les stades. De 2 ans à 6 ans, avant la puberté, après la puberté. Il y a certains enfants, au lieu de parler,
commencer à dire maman, papa avant 6 mois. L'enfant commence à dire papa, maman à 2 ans. Dès que le langage a un retard, au lieu que l'enfant commence à marcher avant 1 an, l'enfant va marcher à 2 ans. Donc on va maintenant, voilà. Ces stades de développement maintenant vont suivre jusqu'à l'école. Maintenant, la maîtresse qui n'est pas formée pour comprendre la psychologie va utiliser les méthodes qui ne sont pas appropriées. C'est pour ça que les médecins, les psychologues, les neuropsychologues doivent d'abord faire ce qu'on appelle détecter les signes. Quand on a détecté les signes, directement, on sait exactement quelle forme de scolarisation proposer à l'enfant. Parce que la lecture, parfois, dans la lecture, parfois c'est la maîtresse qui parle. On demande à l'enfant de mimer, l'enfant doit reproduire. Il faut les méthodes, pas les méthodes passives, mais ce sont les méthodes actives. Il y a les outils pédagogiques, il y a les images qu'on doit proposer pour amener l'enfant à s'exprimer, à extérioriser. On peut même voir dans ces familles, peut-être l'enfant a rejeté. Par exemple, parce qu'on voit le rejet au niveau de sein. On voit l'enfant à 6 mois, 5 mois, l'enfant ne prend plus le sein. Quand il y a donc ce rupture, on appelle le syndrome d'hospitalisme. Ça va suivre tout au long de la vie. Ça va suivre l'enfant, soit à la maternelle, soit au primaire, jusqu'au secondaire. Mais on ne peut pas observer. Donc il faut d'abord détecter, il faut d'abord voir au niveau de la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé. On appelle l'anamnèse, on fait d'abord l'anamnèse, on remonte l'histoire de l'enfant pour voir qu'est-ce qui ne va pas passer. À certaines mamans qui ont pris les médicaments, bah, comme c'est maintenant c'est une habitude, on a pris les faits, et ces faits-là ont agi sur le cerveau. Qu'est-ce que vous dites de la maman qui est au village là, elle va faire tous les tests là, elle va comprendre ça comment? Je me pose même. Au village, ils mangent les bonnes nourritures. Mais Mireille, il faut observer que les problèmes, les enfants qui ont un problème de neurodéveloppement, c'est nouveau. Nous autres, on mangeait le manioc, on mangeait les prunes. Nos mamans ne prenaient pas les fers. Aujourd'hui, les mamans n'ont pas le temps, il faut travailler. On demande de prendre les fers parce qu'il faut que ça te donne, ce sont les substances actives, ça te donne une énergie. Et ces médicaments-là agissent sur le cerveau, ça va dérégler le cerveau. Et les parents ne le savent pas. Ils prennent les laits de vache. Voilà, il faut observer depuis les années, depuis que la société est en train de se mondialiser, il y a plus de problèmes. Pourquoi on n'avait pas ce problème avant? Pourquoi maintenant on voit plus les enfants agités? Vous voyez les enfants qui sont hyper agités. Il y a les enfants impulsifs. Ça, c'est l'excès de l'usage des médicaments sur le cerveau. Les enfants non plus ont un cerveau déjà programmé à avoir ce problème. Mais on n'attire pas l'attention. On n'attire pas l'attention parce que les enfants qui ont soit un profil extraverti, ils sont impulsifs, un enfant agité, il n'arrive pas à s'asseoir. La maîtresse peut faire quoi? Elle ne peut rien faire. Parce qu'il faut d'abord stabiliser l'enfant, il faut d'abord calmer l'enfant pour arriver, il faut d'abord développer l'attention pour que l'enfant soit capable de lire. Il faut les méthodes pédagogiques. Tu as 5 ans d'enfant devant. Donc, on revient là-dessus, il faut toujours travailler en relation avec les spécialistes. Il faut d'abord faire le diagnostic pour comprendre. Il y a beaucoup de causes comme ça sur le plan neurologique, sur le plan biologique, sur le plan environnemental, sur le plan alimentaire, tout ça. C'est pour ça que l'éducation n'est pas seulement parce qu'il faut qu'à la fin à l'école. Voilà. Okay, I want to ask a question. I read somewhere, I don't know how true it is, but it's one of our Cameroonian bloggers that posted, maybe after the release of exams, GC, back, the Francophone session, and it was, they said a student of Form 2 wrote the GC, like she wrote the GC, ordinary level, at Form 2. And she passed the GC. Now I want to find out at that very, very young age. I think that child should be like, maybe they said, was it 12 or 11 years, something like that, and had the GC, wrote the GC Form 2. GCs are Form 5, GC ordinary level, on a cresa, like you write it, Form 5. So she wrote hers while she was still in Form 2 and passed. Now I want to find out, can it be like, after doing that, can this child maybe in the long run get blocked somewhere in her education and maybe can lead to drop out from school? Because coupled with the fact that she didn't take like the step by step, she had to, jump some different classes. She had to jump like 3 classes before. Oui. On appelle ça les enfants qu'on appelle le haut potentiel intellectuel. On les appelle avant les enfants surdoués. Bon, ça veut dire que l'enfant
a une intelligence au-delà de la normale, au-delà d'un certain seuil. On appelait ça avant le quotient intellectuel. Maintenant, si on se rend compte qu'effectivement cet enfant est surdoué, l'enfant doit aller, on doit le faire avancer. Mais entre-temps, il y a l'intelligence de l'enfant, mais il y a aussi l'intelligence sociale. Donc on se rend compte que ces enfants qui sont surdoués, qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, on appelle HPI, ont les problèmes d'adaptation. Ce sont des enfants qui sont fragiles au niveau de la personnalité, au niveau émotionnel. Donc il faut pas seulement mettre l'accent sur l'intelligence, qui est déjà très appréciable, mais il faut aussi travailler sur d'autres compétences, de other skills, de cognitive skills, de behavioral skills, de social skills, emotional skills. Donc il faut un programme spécial. Parce que le programme tel qu'il est construit, c'est un programme qui est harmonisé. Parce que l'État a mis en place un programme harmonisé. Maintenant, les enfants surdoués, les enfants HPI, ces enfants ne respectent pas la norme. Ils sont avancés par rapport à la normale. Mais en même temps, un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais lui, il a d'autres habilités. Il lave les assiettes, il fait ceci, cela. Mais ce qui n'est pas le cas pour un enfant surdoué. On va voir que les enfants surdoués, ce sont les enfants qui ont un comportement de retrait, ce sont les enfants qui aiment vivre seuls, ce sont les enfants qui ont le centre d'intérêt. Donc il ne faut pas seulement miser sur le potentiel intellectuel, mais il faut développer les compétences sociales, les compétences émotionnelles, les compétences culturelles, les compétences interculturelles. Ça, cet enfant sera complet. Mais monsieur Konak, quand vous parlez du social, est-ce qu'on peut dire que le décrochage scolaire, c'est un problème social? Et si c'est un problème social, pourquoi est-ce que dans les établissements scolaires, quand un enfant, je ne sais pas, a une moyenne inférieure, soit on le licencie, soit on appelle ça quoi? On le renvoie, on l'exclut. On l'exclut. Soit, comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être 30 heures d'absence, on l'exclut, tout ça. Est-ce qu'on ne veut pas trouver des solutions, n'est-ce pas, pour réintégrer, comme vous dites là, ces enfants-là? Bon, l'école a un règlement intérieur. C'est d'abord un problème social. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la norme. À plus de 30 heures d'absence, On te renvoie. tu es exclu. Quand tu as une autre citement inférieur à 750, tu es exclu. Quand tu ne peux pas tripler, tu ne peux pas redoubler une classe il y a l'âge limite. Mais là, nous sommes au niveau des conséquences. Mais on doit prévenir, on doit être proactif, on ne doit pas observer, on ne doit pas regarder le problème. Parce que quand on observe le problème, on est inoffensif. Mais on commence à observer les indicateurs. Quand l'enfant s'est absenté, il faut dire qu'on déclenche, on appelle un instrument, on appelle le parent. On écoute le parent. Donc en n'attendant pas qu'il y ait un problème. C'est pour ça que dans les différentes écoles, certaines écoles qui pensent déjà, de mettre en place un mécanisme pour prévenir les décrochages. Quand on prévient les décrochages, directement, on va empêcher que le problème puisse atteindre un niveau d'escalade. Parce que les décrochages commencent, c'est un phénomène invisible. Après, ça se manifeste. Quand ça se manifeste, tout simplement. Et l'enfant qui vient à l'école, tous les enfants ont l'envie de fréquenter. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'envie là-dedans. Ça doit être un principe. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent pousser un enfant à rentrer ce qu'on appelle dans les décrochages. On a dit dans les facteurs scolaires. Il y a dans certains établissements, la discipline n'est pas appropriée. Nous avons dit la dernière fois que dans la discipline, il faut que les enfants acceptent la discipline, surtout au second cycle. Donc l'enfant doit intérioriser les normes. Donc ça ne doit pas être une relation linéaire entre l'école et l'enfant. Mais il faut le dialogue, il faut la communication. L'enfant va comprendre la nécessité de se conformer au règlement et aux normes scolaires. L'enfant va comprendre la nécessité. Parce que la discipline, je veux dire, la chicane ne range pas, ça ne résout aucun problème. Ça crée plutôt les réactions de fuite. L'enfant commence déjà à avoir peur. Mais c'est le dialogue qui résout le problème. C'est le dialogue. C'est le dialogue qui résout le problème. Et comme les études, c'est un problème social. Oui, c'est un problème social. C'est un problème social. Mais comme il disait tantôt, puisqu'à un moment donné, il faut aussi voir un peu dans l'optique de la recherche, les décrochages ne préoccupent pas
la société. Il est presque normal pour un enfant de sortir de l'école. Il est tout à fait normal que l'enfant, qui a évolué au premier cycle, l'enfant sort sans diplôme. Certains ont le diplôme. On trouve facilement les diplômés dans les petits métiers. Ça veut dire que ça n'intéresse pas. Observez normalement. Ça veut dire que c'est un problème. En fait, ce problème est banalisé en fait. Parce que même lorsqu'on regarde les statistiques des enfants qui sortent du système, on ne va pas poser la question que mais cet enfant qui est sorti du système-là, est-ce qu'il est possible de penser l'alternance entre l'école et l'entreprise? On ne pense pas. Ailleurs, on pense aux écoles professionnelles, pas seulement les instituts de formation professionnelle. Il y a les métiers, par exemple, il y a l'esthétique, il y a le bien-être, il y a la boulangerie, il y a la restauration. Bon, de plus en plus, voyez un peu dans la philosophie. Avec le CEP, aujourd'hui, un jeune peut aller dans un centre de formation professionnelle. Il apprend un métier. Bon, les jeunes y vont, les parents amènent les enfants. Mais ce n'est pas pensé comme ça. Il veut dire qu'il n'y a pas de relation pour dire que l'enfant qui sort du système, l'enfant qui n'a pas de compétences requises, on va orienter l'enfant vers un centre de formation professionnelle. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de structuré. Parce qu'on voit, il y a le ministère des enseignements secondaires. Un enfant, puisqu'on est encore dans les enseignements théoriques, parce qu'on dit le ministère de la formation professionnelle, les enseignements sont pratiques. Les enfants, ils vont là-bas. Les enfants vont de ce côté. Mais il n'y a pas de relation entre ces deux ministères. Pour dire que si l'enfant va faire le métier du bien-être, le métier de la santé, l'enfant peut revenir. Parce que les experts montrent que lorsque les enfants vont vers les ateliers pratiques, à menuiserie, à hôtellerie, un certain nombre de choses, l'enfant peut revenir, finir son cursus. Et pour ça, on dit que dans le mécanisme, dans le suivi normal, il faudrait que les ministères des enseignements secondaires, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse travaillent en collaboration. C'est ça l'accompagnement. Dans les établissements, il faudrait qu'on empêche les enfants de sortir du système. Si l'enfant a un certain nombre d'heures d'absence, directement, on doit déclencher. Il y a d'abord le suivi psychologique parce que la loi d'orientation a beaucoup d'outils. Il faut examiner l'examen psychologique. Les conseils d'orientation font un appel l'examen psychologique. Il y a le suivi psychologique. Mais on a, dans la pratique, on a 15 minutes et 30 minutes. On n'a que 45 minutes. Vous allez voir un établissement où on reçoit 200 élèves par jour. Mais on n'a que 45 minutes en termes de temps. Qu'est-ce qu'on doit faire avec 45 minutes? C'est pas... Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que là, on a les petits bureaux, parfois même des collègues, on a les petits bureaux. Tu as là 10 élèves. On a des relations face à face là. Il faut écouter un enfant, il faut écouter au moins 1 heure. Voilà. Tu dois faire son dossier psychologique. Tu as les tests. Bonjour, pensez-moi. Tu as un seul enfant. C'est-à-dire que tu peux faire deux, tu peux prendre 2 enfants. C'est compliqué. Maintenant, il faut prendre les enfants après les pauses, c'est-à-dire après 15h30. Wow. Et à ce moment-là, on dit que ce sont les pauvres, ce sont les répétiteurs qui doivent prendre. Alors que le répétiteur n'est pas assez harcementé, n'est pas assez outillé, n'est pas assez affûté pour prendre un enfant qui a une difficulté de comportement, pour prendre un enfant qui a une difficulté d'apprentissage. Du coup, l'enfant évolue avec les problèmes. Pourtant, ce sont les psychologues conseillers d'orientation qui sont bien préparés pour faire ce travail d'accompagnement. D'accord. Pour faire un travail de relais. Parce que même au niveau de l'entreprise, nous avons ce qu'on appelle la nomenclature des métiers et des professions. On a les compétences. Donc on peut dire, au lieu que l'enfant reste ici, en relation avec le ministère de l'Emploi, en relation avec les centres de formation, on a quelques centres de formation, on en a passé l'année dernière. On peut recommander que l'enfant peut aller faire tel métier. Après, l'enfant revient parce qu'il faut l'alternance entre l'école et l'entreprise. Il faudrait que les différentes mairies, les quantités territoriales de décentralisation puissent travailler pour développer les compétences des jeunes. Donc ça, c'est toute une politique qu'il faut mettre en place pour accompagner, pour éviter que l'enfant décroche, pour éviter que l'enfant sorte du système, pour éviter que l'enfant abandonne, pour éviter que l'enfant, parce que les enfants arrivent, ils ont le BPC,
Mais les compétences, il n'y en a même pas. Parce qu'on met seulement l'accent sur la peau quantitative, on met la note. Mais au niveau de la qualité, ça pose problème. Il y a un problème. Donc, au niveau de la quantité, mais on a un problème au niveau de la qualité. Très bien. La qualité. Donc, et les entreprises disent que, pour terminer, disent que les jeunes n'ont pas de compétences. Si vous allez au niveau du groupement interpatronal, le GICAM, qui est devenu maintenant, quoi, c'est l'ECAM, ils vont dire que les jeunes n'ont pas de compétences. Mais au niveau juridique, l'État a mis en place la push par les compétences. C'est-à-dire que le problème sur le plan juridique, ça ne se pose pas. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre de l'APC. Pour dire qu'aujourd'hui, les écoles, il faut maintenant, on doit former les jeunes pour devenir les jeunes entrepreneurs. Au lieu que l'enseignement soit uniquement théorique, il faut de la pratique. Okay. I want to ask a question here. Yes. Now, what will happen to a child that maybe drop out from school from class 3, not from class 3, and maybe because of the child's or the student's age and wants to continue school, and maybe because of the age, they'll tell you, okay, I'm going straight to secondary school. Yes. Now, how do this child recover maybe from the fact that you drop out from school, from class 3, because I'm talking based on someone I know, drop out from class 3, and because of the person cannot go back from class 3, and the person wants to, continue from secondary school without, completing primary school. Because you're a psychologist and a guidance counselor as well. Now, if you have a student of such, now how do you accompany or accompany this child in succeeding, couple the fact that he or she did not do maybe the primary section of education? Ok, je pense que notre système, c'est un système qui a déjà les normes établies. Okay. Parce que tu es en train de parler de la petite enfance. Oui. Classe 3, n'est-ce pas? Classe 3, yes. Voilà. Quand l'enfant... Qui a arrêté l'école, la classe 3, hein? Oui, il a arrêté. Maintenant, quand l'enfant arrête l'école à classe 3, il faut déjà prendre en charge cet enfant. Et on doit l'aider pour que l'enfant rentre à l'école. Parce que lorsqu'il y a... c'est une étude de cas. Lorsque l'enfant a interrompu les études, 1 an, 2 ans, 3 ans, on doit se poser la question pourquoi l'enfant a arrêté les études, ou bien est-ce que c'est de manière consciente, est-ce que c'est de manière inconsciente. Bon, ça peut pas être de manière consciente parce qu'un enfant, c'est la petite enfance. C'est-à-dire qu'on doit regarder la dimension familiale. La dimension familiale. Et ici, est-ce qu'il y a les structures qui peuvent venir en aide aux familles défaillantes? C'est-à-dire au niveau de la défaillance familiale. Maintenant, ça c'est le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bon, malheureusement, je ne sais pas si il est possible de voir comment accompagner les enfants vulnérables pour se tenir. Donc les différents ministères doivent travailler, les ministères de la promotion de la femme et de la famille, avec les différents ministères de l'éducation pour voir comment accompagner ce genre d'enfants. Nous avons les centres de jeunesse et d'animation, nous avons les centres multifonctionnels. Donc on doit travailler sur l'enfant sur le plan psychologique pour que l'enfant rentre à l'école. Mais on ne va pas seulement dire que va seulement à l'école, mais il faut revenir sur les facteurs à risque. Puisqu'il y a un risque familial, il y a un risque psychologique, il y a même un problème d'alimentation, est-ce qu'il y a un cas de violence, est-ce que l'enfant a été harcelé, pour que l'enfant revienne à l'école en relation avec l'école. Moi, je veux... Avec l'école. Justement... Maintenant, il faut voir également les moyens, c'est quel type d'école, parce que nous avons l'école publique qui est gratuite, nous avons l'école privée. Quel est le moyen économique? Il faut aussi voir, donc, ça c'est tout un processus, c'est un programme, un accompagnement qu'il faut faire pour que cet enfant revienne à l'école. Voilà, avec les ouvrages, il faut que l'enfant ait les ouvrages. Maintenant, si l'enfant revient, l'enfant a perdu les repères au niveau intellectuel, il faut accompagner, il faut avoir aussi le niveau de soutien pédagogique, il faut soutenir l'enfant. Et on met en place un programme, peut-être 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. On dit que l'année prochaine, on prépare l'enfant pour que l'enfant revienne à l'école. Donc il faut une phase de transition. Moi, je viens sur, je m'appuie encore sur la question de Cathy, parce qu'il y a des personnes, des enfants, qui ont laissé l'école, comme elle a dit, classe 3, au CE1, cours élémentaire 2, ou parfois même cours moyen 1 ou CM2, et qui, peut-être, c'était dû à il y avait certains problèmes qui ont poussé les enfants à arrêter l'école. Donc, ils ont décroché
sur le plan scolaire. Et maintenant, ils se retrouvent, ils sont un peu plus grands. Ils veulent retourner à l'école parce qu'à ce moment maintenant, leur quotient intellectuel est peut-être peut-être sur la norme, on va dire sur la norme, et ils veulent rentrer à l'école. Ça va être comment? Comment est-ce qu'on devrait maintenant accompagner ce type de personne qui a abandonné l'école, qui a laissé l'école très tôt, quand il était jeune, et puis à un certain âge, peut-être on va dire qu'il a peut-être 25 ans, et veut repartir à l'école, reprendre les bancs. C'est possible au Cameroun? Et comment? Sinon, comment est-ce qu'on devrait accompagner ce jeune-là qui veut repartir à l'école? Oui, moi, c'est une grande question. On appelle ça l'éducation de seconde chance. Aux Nations Unies, là où je suis consultant ONU Femmes, nous avons des programmes de l'éducation pour la seconde chance. C'est un programme d'alphabétisme pour les personnes d'un certain âge. Ces parents-là ne peuvent pas rentrer dans une école classique. Donc il faut un programme pour alphabétiser en français, en anglais, et ça peut être au niveau du commerce. Je pense que ces initiatives aussi sont au sein de l'ONU Femmes. Il y a aussi des associations qui mettent en place ce genre de démarche. On appelle ça l'éducation de seconde chance. Mais ce programme de seconde chance est en relation avec les activités génératives de revenus. Parce que il y a, je prends l'exemple, on dit de 16h ou bien de 18h à 20h. On va en passer un programme pour alphabétiser de nouveau les mamans et les parents qui ont compris que j'ai mon atelier de couture, par exemple, j'ai mon petit commerce, mais j'ai de la peine à gérer la comptabilité. Donc ce programme-là doit être conçu en relation avec l'activité. C'est-à-dire qu'il faut l'activité. Si par exemple j'ai ma boutique, mais tout le temps je fais les erreurs de comptabilité, je ne sais pas compter l'argent. Mais moi je ne parle pas dans ce sens qu'il veut avoir les diplômes là, les diplômes de l'État. Bon, les diplômes de l'État, je pense qu'il n'y a pas ce genre de programme. Il n'y a pas ce genre de programme. Mais ce que je dis, je pense que le ministère de la promotion de la famille est en train de travailler dans ce sens-là, pour aider les femmes qui ont certains âges. Parce que ce problème-là, ça crée des frustrations. Exactement. Vous imaginez, je ne sais pas, je ne peux pas un exemple, vous imaginez, vous voyez une femme d'un certain âge, vous demandez à quelqu'un de faire une petite phrase sur son téléphone, c'est devenu un phénomène, n'est-ce pas? Les gens préfèrent faire le voice. On fait le voice. Les gens n'écrivent pas. It's true. On fait les voice. I think it's just laziness. Moi, je n'aime pas trop le voice parce que les voice vont saturer ton téléphone. Ton téléphone, ça sature. On fait les voices. On fait les voices, ça tue le téléphone. Les gens n'écrivent plus. Donc, entre autres, par rapport à ce problème, c'est que les gens, on appelle les personnes analphabètes. Parce que c'est un problème dans l'alphabétisme. Les gens ne déclarent pas qu'ils sont analphabètes. Donc, c'est dans le français courant, c'est dans les activités quotidiennes, dans les relations. On se rend compte que ces personnes ne savent pas lire, ne savent pas écrire. C'est vrai. Maintenant, quand il dit que ce programme-là, ça ne doit pas être un programme de français pour dire que tu apprends la langue française, pour avoir le diplôme, c'est pas pour avoir un certificat. Ce programme doit être en relation avec ton activité économique. Ça, c'est très important ce que je dis. Ok. Donc, ça doit aller en phase avec les activités économiques. Mais les différents ministères ils sont en train de travailler, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce que je connais un peu ce ministère, pour aider les femmes. Parce que même dans ce programme-là, il y a aussi les éléments, il y a les droits sociaux. Parce que l'éducation rentre dans les droits sociaux. Il y a les droits économiques, il y a les droits culturels, il y a les droits civiques. Où de plus en plus, on est en train d'encourager les femmes qui sont restées avec leurs concubines à se marier. Donc, quand on met en place dans les différentes mairies, ça c'est vraiment une piste. Il faut que les mairies qui organisent les mariages collectifs mettent en place ce genre de programme. D'accord. Et là, ça va marcher. D'accord. On va retrouver l'homme dans la rue. Nous avons M. Okona, Lucien Blaise Okona, qui est psycho-éducateur, voilà, et qui est avec nous ce matin. On va retrouver l'homme dans la rue du côté de Yaoundé avec Thierry Honda au micro. Pour moi, je pense que lorsqu'un enfant a abandonné l'école,
c'est d'abord de causer avec lui, causer avec l'enfant, lui demander ce qu'il compte faire en dehors de l'école et l'orienter vers une formation qui pourra aboutir à un emploi plus tard. Pour un enfant qui est dans cet état, il y a beaucoup d'alternatives. Il y a des centres de formation professionnelle. Selon moi, un enfant qui ne veut plus fréquenter, on l'oriente ailleurs. On l'oriente ailleurs, un centre de formation professionnelle. Il y a des trucs en hôtellerie, ça passe de nos jours, l'hôtellerie, la mécanique, la menuiserie. Oui. Donc c'est un peu ça ma vision des choses. Beaucoup de gens ont tendance à négliger le permis de conduire. Le permis de conduire de nos jours, c'est un très grand diplôme. Il y a les écoles qui sont là, il y a beaucoup d'alternatives. Donc voilà à peu près ma vision. Je pense qu'il faut orienter l'enfant vers une formation professionnelle. Et une formation professionnelle qui pourra lui donner un résultat immédiat. Donc une formation au moins de 1, 2 ou 3 ans. La réponse a deux volets, parce qu'il faut d'abord savoir pourquoi l'enfant refuse de reprendre l'école. Ça, c'est pour en première chose. Et deuxièmement, il faut aussi après savoir un peu essayer d'orienter l'enfant par rapport à ses capacités, à ce que l'enfant... Vous pouvez même les gestes de l'enfant à la maison et puis vous voyez un peu par rapport comment vous pouvez l'orienter. Déjà, il faut essayer de causer avec l'enfant pour savoir pourquoi il ne veut pas, il abandonne l'école. Et à travers ça, essayer de lui donner les bonnes raisons et les avantages de cette école qu'il va abandonner. C'est son avenir, c'est tout pour lui. Essayer de lui donner vraiment des raisons très fondamentales pour qu'il essaye de reprendre l'école. Ça peut aussi être les camarades qui le déroutent, ou la mauvaise compagnie, doit l'amener à la raison. Bon, il y a un enfant qui a abandonné l'école. Bon, mais si le parent a tout fait, l'enfant n'a pas pu, ou bien l'enfant refuse d'y aller, ça ne sert à rien de l'abandonner. Bien pouvoir trouver, il faut tout faire pour occuper l'enfant. Soit à l'apprentissage d'un métier pouvant l'aider. Parce que quand on parle du BIC, tout le monde ne peut pas être ministre. Si tout le monde devrait être ministre, où trouverons-nous les mécaniciens, soit pour dépanner leurs véhicules, ou allons-nous trouver les charpentiers, les maçons pour pouvoir construire leur maison, leur abasseur. Ça, c'est mon avis. Il faudrait tout faire pour occuper l'enfant, à faire un petit métier. Si jamais l'enfant, vous avez tout fait, il faut d'abord essayer, parce que l'école, vraiment, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, nous pleurons, je vais dire nous pleurons, certes, on ne regrette pas, derrière les volants, qui est aussi un métier, un très grand métier d'ailleurs. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent nous ressembler. Mais l'enfant peut ne pas, par exemple, aimer, ou bien il ne réussit pas à s'en sortir. Parce que le QI de nous tous là, c'est pas la même chose. Ne pas abandonner l'enfant, chercher à ce que l'enfant puisse s'occuper, soit à apprendre un métier. Oh, le père. Vraiment, Monsieur Kona. Oui, les réponses sont bonnes et pertinentes, mais si on peut dire que l'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage. Parce qu'il y a l'éducation formelle, il y a l'éducation non formelle, il y a l'éducation informelle. Tous les lieux sociaux, tous les lieux communautaires doivent devenir des lieux d'apprentissage. Maintenant, ceux qui vont vers les métiers, vers les secteurs informels, ils ont le manquement. Il y a un problème au niveau de savoir-être et de savoir-vivre. Donc il est important de trouver l'équilibre, la relation entre l'éducation formelle, l'éducation non formelle, l'éducation formelle. Pas seulement confiner les enfants à l'école, et voir également au niveau le devenir, au niveau la relation entre l'école et les entreprises. La relation entre l'école et les centres de formation. Et de plus en plus avec le transfert des compétences, les mairies, les collectivités territoriales doivent mettre en place les structures d'éducation communautaire. C'est très important sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Voilà, parce que quel qu'en soit le mécanisme va trouver à l'école pour prévenir en dehors de l'école, pour insérer
on va seulement trouver que les éléments, les éléments sociaux, économiques, culturels, environnementaux doivent aider les enfants pour que tout simplement, pour faire reculer la pauvreté, le chômage, pour avoir la paix, la prospérité et l'emploi. Moi, une dernière question, c'était de savoir les suggestions et surtout dans les solutions aux problèmes, quelles sont donner des solutions aux problèmes. Bon, comme solution, il faut d'abord qu'on prenne conscience déjà que le fait d'exclure les enfants, parce que l'enfant a eu plus de 30 heures d'absence, parce que l'enfant est indiscipliné, ce n'est pas une solution. On doit plutôt aider les enfants à s'intégrer. Les conseils d'orientation sont dans les lycées, les psychologues pour certains établissements. Qu'on doit appeler l'enfant d'écouter, l'aider à s'adapter, à se socialiser, à avoir les bons résultats à travers la relation avec les parents. Maintenant, hors de l'école, on a dit il faudrait qu'on travaille avec, il faudrait que de plus en plus les entreprises aident les enfants depuis les compétences. Dans le sens l'alternance entre l'école et l'entreprise. Dans le sens l'alternance entre l'école et la communauté. Les mairies doivent également entrer dans le processus parce que nous avons le métier de la ville. Nous avons le métier de la ville, c'est très important. Pas seulement envoyer les enfants curer les caniveaux, mais ça peut donner le lieu maintenant au métier de l'assainissement, métier de l'assainissement, la gestion de l'environnement, pas seulement cela. Et sur le plan, au niveau des centres de formation, il faut qu'il y ait une relation entre les écoles et les centres de formation. L'enfant peut faire peut-être 6 mois dans un centre de formation, il a un bon parchemin, ça va lui donner ce qu'on appelle l'estime de soi, et l'enfant peut revenir. Maintenant, ceux qui sont sortis de l'école avec un séjour très prolongé, il faudrait que les ministères des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille puissent récupérer ces enfants-là, les mettre dans les centres sociaux, dans les centres économiques pour faire les petits métiers. Mais comme ces petits métiers vont pas suffire, après, on peut maintenant penser à l'éducation de seconde chance. Parce qu'on va trouver que la plupart de ces enfants-là, ils ont fait des enfants, ils ont des occupations. Donc l'éducation doit aller en phase avec la lutte contre la pauvreté, avec la lutte contre le chômage, avec le bien-être, avec la santé. Donc c'est tout un programme, c'est tout un processus. Now we have like just few, I think like a week to back to school. What advice do you have for students or dropout students who will be going back to school? Bon, la rentrée c'est dans quelques jours. C'est une période d'inquiétude, mais les parents doivent toujours avoir ce qu'on appelle se contrôler. Le problème le plus pertinent en ce moment, c'est le problème des déplacements. Voilà. Donc les enfants doivent prendre des dispositions pour quitter très tôt leur domicile, leur quartier pour arriver à l'école. Parce que pour arriver à l'heure, les routes ne sont pas bonnes. Avec les pluies, c'est pas évident. Et pour la première séquence, pour le premier trimestre, le premier mois, les enfants doivent être très motivés, les enfants doivent avoir des objectifs. Pour ceux qui n'ont pas bien travaillé, il faut qu'ils commencent le cours le premier jour, doivent être motivés, disciplinés, se fixer des objectifs, aller vers les conseils d'orientation, rencontrer des psychologues qui rentrent dans le processus d'accompagnement. Et c'est une nouvelle année, ils doivent faire le bilan, doivent faire l'évaluation de ce qui n'a pas marché l'année antérieure, qui s'engagent vers les lendemains plus enchanteurs en définissant leur projet scolaire, en définissant leur projet professionnel, en recherchant les métiers d'avenir. D'accord. Merci, Monsieur Kona.